Actuellement, la première cause de mort dans le monde du travail, c'est la route. Pour traiter le risque professionnel, nous avons souhaité vous faire partager les connaissances de Thierry Fasneau, qui est notre référent sur ce sujet depuis une dizaine d'années. Après 20 ans d'expérience dans le monde de l'entreprise, Thierry Fasneau est actuellement ingénieur conseil à la direction du risque professionnel à la CNAM TS et plus particulièrement chargé de la prévention pour le risque routier professionnel. Bonjour Thierry. Bonjour Chantal. Que représente le risque routier dans le monde professionnel? On a en gros 110 accidents de mission mortels tous les ans et près de 300 accidents de trajet mortels tous les ans. Et quand on regarde l'ensemble des accidents qui sont mortels dans le cadre du travail, on est pratiquement à 44% sur la route. Donc c'est un risque très important pour les entreprises, et pourtant à côté de cela, on se rend compte que les entreprises méconnaissent ce risque. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. On est sur l'espace public déjà. L'espace public, c'est l'État, c'est pas les prérogatives de l'entreprise. On a l'impression que les choses peuvent arriver quelles que soient les circonstances, c'est-à-dire que ça peut être lié à l'extérieur, à d'autres conducteurs, et pourtant l'entreprise, on le verra, a beaucoup de choses à faire sur ce risque-là, même si ça se situe sur la route. Un deuxième point, c'est que l'entreprise a du mal à prendre en compte un risque qui, quand on regarde les choses là de manière plus précise dans chaque entreprise, un risque qui est peu fréquent en termes corporels, c'est-à-dire que vous questionnez un chef d'entreprise, ça fait 10 ans qu'il n'a pas eu d'accident de la route, ni aucun de ses salariés, ou alors peut-être une tôle froissée. Mais quand le risque arrive, c'est-à-dire quand il se concrétise, c'est un accident corporel qui va être un accident de travail, ou assimilé à un accident de travail quand c'est du trajet. Et derrière, cet accident, il est très grave. Donc toute la difficulté, c'est bien de faire prendre conscience au chef d'entreprise qu'il y a une action à mener sur un risque qui se situe en dehors de son entreprise, sur le domaine public. Comment s'est organisée la lutte contre l'insécurité routière dans le monde du travail? On a construit un comité de pilotage à l'époque qui a défini des bonnes pratiques, et ces bonnes pratiques, elles se sont construites sur les pratiques de la prévention du risque professionnel, c'est-à-dire des pratiques qui sont inscrites dans les directives européennes, qui permettent dans un premier temps d'éviter le risque, de réfléchir si on doit se déplacer ou pas. Si on adapte ces pratiques-là. Dans un deuxième temps, d'évaluer le risque, c'est-à-dire de bien comprendre quel est le déplacement qu'on a à faire, de voir quel est le meilleur véhicule pour faire ce déplacement, quel est le meilleur moyen d'organiser le déplacement en amont pour ne pas avoir de surprise ou le moins de surprises possible. Derrière ça, c'est la manière dont on va choisir son itinéraire, la manière dont on va respecter en fait les impératifs de l'entreprise. On va devoir un jour ou l'autre pendant ce déplacement communiquer avec son patron, communiquer avec son fournisseur, communiquer avec ses clients. Et donc l'idée c'est de ne pas le faire quand on est en train de conduire, puisqu'on sait que le risque est augmenté d'un facteur 3 quand on téléphone en conduisant. Donc l'idée c'est de prévoir des protocoles, de prévoir une organisation dans l'entreprise qui permettent d'effectuer ces communications pendant le déplacement. Et puis après, il y a la question des compétences aussi, savoir quelles sont les compétences nécessaires pour un salarié pour qu'il se déplace. On pense par exemple aux véhicules utilitaires légers, les camionnettes, et donc ces véhicules, ils sont conduisibles avec le permis B. Par contre, ce que l'on ne sait pas faire pour ces véhicules en passant le permis D, c'est par exemple charger le véhicule, le décharger, bien faire en sorte que le chargement ne devienne pas un danger supplémentaire. Et donc, c'est tous ces éléments-là qui sont des éléments à la main de l'entreprise, tant en termes d'organisation que derrière en termes de suivi et de retour d'expérience sur les déplacements. Donc, ces bonnes pratiques, elles ont été définies et elles ont été adoptées par les partenaires sociaux de la Caisse nationale d'assurance maladie qui, dès 2003 et 2004, pour chacun des risques mission et trajet, ont adopté ces textes en disant il y a 4 thématiques qui sont très importantes pour le risque professionnel sur la route, pour sa prévention. C'est l'organisation des déplacements, c'est le choix des véhicules, c'est l'organisation en termes de communication pendant le déplacement et c'est la mise en œuvre des compétences. Thierry, peux-tu nous parler des coûts pour l'entreprise et de la prise de conscience des entrepreneurs ?
Le coût direct, celui qui intervient tout de suite, c'est celui qui est lié à la sinistralité. En fait, donc c'est le retour de la sinistralité sous forme de cotisation pour l'employeur. Et donc ces cotisations, elles vont couvrir la sinistralité du risque routier. Et on a estimé globalement sur France entière que le risque routier coûte à peu près 700 à 800 millions d'euros globalement aux entreprises. Et puis après, il y a le coût indirect qui est lié à la désorganisation que ça implique dans l'entreprise, parce que les fonctions qui sont sur la route dans l'entreprise sont des gens qui sont forcément très utiles à l'entreprise, qui sont dans le cœur de métier de l'entreprise, que ce soit des dépanneurs, que ce soit des commerciaux, c'est des gens qui vont avoir une grosse influence sur le résultat de l'entreprise. Et donc derrière, ce qu'il faut regarder, c'est la valeur de ce coût indirect qui a été estimé ça dépend bien sûr des métiers, mais entre 3 et 5 fois le coût direct. Il y a une disparité très importante dans le monde du travail. Notamment, il y a des différences entre ceux qui livrent des pizzas et ceux qui sont dans le dépannage. Est-ce que l'on peut considérer qu'il y a une prise en compte du risque identique envers ces différents métiers? Je dirais quand on questionne le grand public sur le risque routier professionnel, la réponse qui viendra, c'est le transporteur, c'est la personne qui va être au volant de son poids lourd par exemple, et pour qui c'est le métier d'être sur la route. Mais il y a beaucoup plus de salariés qui vont être eux sur la route pour un autre métier, pour celui de réparer une machine, de vendre des contrats, de vendre une machine. Ils vont forcément faire appel aux communications, et aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, c'est de plus en plus fréquent. On se rend compte que les communications sont traitées de manière très anodine, je dirais, par rapport au risque qu'elles représentent. Et donc la grosse difficulté, c'est de faire passer ces messages-là, puisque les communications peuvent être un très gros danger sur la route. Des sondages ont montré que beaucoup de personnel salariés, de travailleurs qui se situent en déplacement sur la route, téléphonent encore au volant. Et pour revenir aux partenaires sociaux qui avaient adopté des textes en 2003, dès 2003, ils avaient demandé à ce qu'on proscrive la communication téléphonique pendant la conduite. C'est quelque chose qui nous semble fondamental, vu le risque représenté. D'ailleurs, que penses-tu du Bluetooth ? Le Bluetooth, c'est une solution qui a été tolérée au niveau réglementaire. Il est aujourd'hui toléré de téléphoner pendant la conduite avec un Bluetooth. Le problème, c'est que le Bluetooth, il va avoir, je dirais, le même impact au niveau de la communication téléphonique sur le cerveau, sur la personne qui téléphone, qui va être prise dans sa communication téléphonique, et donc derrière, le risque est le même. Donc l'idée, c'est vraiment de développer des protocoles, d'organiser le déplacement pour que les communications puissent se faire à l'arrêt. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, parce que dans le cadre du travail, justement, le salarié va se retrouver un jour ou l'autre en position d'injonction paradoxale. Il aura à choisir entre la règle de la route ou la règle de l'entreprise. Et il aura par exemple un coup de fil pour lui annoncer que tel ou tel client est en panne aujourd'hui et qu'il faut l'intégrer dans le planning du jour. Et donc forcément, il y a un danger issu de cette première communication téléphonique, et puis derrière, il y a tout ce qui va impacter le salarié qui est au volant, qui va penser à son nouveau dépannage, qui va devoir appeler tel ou tel fournisseur, savoir si telle pièce est libre, et qui va forcément avoir d'autres risques, prendre d'autres risques vis-à-vis de la conduite, alors qu'il était sur un déplacement qui était programmé. À ton avis, comment se situe le partage des responsabilités ? Il y a le premier cas, c'est le trajet domicile-travail, où là, la responsabilité est celle du salarié. C'est lui qui choisit son véhicule, c'est lui qui se rend au travail. Il n'y a pas le lien de subordination qui existe dans la mission. Dans la mission, il y a un lien de subordination. L'employeur définit la mission, il va générer des risques en définissant cette mission et il devra maîtriser ces risques au mieux. Et pour ceci, il a le document unique d'évaluation des risques dans lequel il doit avoir proposé des solutions de maîtrise du risque. Et de l'autre côté, le salarié va engager bien sûr une responsabilité, et notamment pénale, parce qu'il prend la route dans un véhicule, même s'il est préposé du chef d'entreprise. Et donc derrière, ce salarié va aussi s'engager à respecter le code de la route. Ceci, bien sûr, dans l'environnement de l'entreprise qui est contraint. On voit d'ailleurs que des salariés peuvent dépasser les limites de vitesse, parce qu'un jour ou l'autre, ils vont choisir entre le code de la route et le code de l'entreprise, et la performance de l'entreprise. Et dépasser les limites de vitesse, derrière, c'est des amendes, c'est des points qui vont pas être forcément enlevés aux salariés, puisque l'entreprise va payer les amendes, mais ne pas dire qui était au volant du véhicule. Et donc, ça semble protéger
le salarié et pourtant en fait c'est accepter le danger, c'est accepter que le risque existe. Thierry, il existe une formation spécifique pour les conducteurs de poids lourds. Il nous semble à la Ligue qu'il en faudrait une également pour les conducteurs de camionnettes, c'est-à-dire les véhicules utilitaires légers. Qu'en penses-tu ? Il y a le fait que le véhicule ne soit pas le même, et puis le fait que les pratiques professionnelles, chargement, déchargement, vont être importantes pour la suite du déplacement, c'est-à-dire ne pas générer de risque, de sur-risque à cause du chargement. Et donc ça, c'est des choses qui s'apprennent. C'est placer les chargements lourds, à quel endroit dans la partie avant, arrière de la camionnette, mais c'est aussi arrimer les charges pour qu'elles ne bougent pas et qu'elles puissent supporter un freinage d'urgence ou même un choc. Et donc derrière tout ça, il y a des compétences qui s'acquièrent. Et aujourd'hui, nous avons développé une formation. Cette formation devra accompagner les personnels dans leur métier pour qu'ils puissent faire ce métier de manière beaucoup plus sûre. Thierry, ce document doit te parler. Que reste-t-il des 12 propositions qui ont été faites pour les véhicules utilitaires légers ? On avait décidé de se concentrer sur les véhicules utilitaires légers parce que c'est vraiment emblématique de l'entreprise et c'est un véhicule très utilisé par l'entreprise et de plus en plus. Ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est un équipement qui a pu être modifié par les constructeurs au niveau des équipements de sécurité qui avaient été demandés, tout ce qui concerne la conduite. On voit aujourd'hui que les ABS, que l'ESP, que les airbags sont de série. Et puis derrière, ce qu'il reste, c'est qu'on a une normalisation, une norme qui est intervenue pour assurer une séparation digne de ce nom entre l'habitacle pour la conduite et puis la zone de chargement. Avec dans la partie chargement des points d'ancrage pour arrimer les charges et donc tout ceci aujourd'hui c'est normé, il y a une norme ISO qui permet aux constructeurs de répondre favorablement aux demandes des entreprises. Quid du carnet de bord que nous réclamons dans notre association depuis des années dans les véhicules d'entreprise ? Donc c'est un outil qui est essentiel. Après c'est un outil papier, c'est un outil qui peut être aussi dématérialisé avec les techniques d'aujourd'hui, mais qui dit carnet de suivi, dit traçabilité, donc on va pouvoir aussi retrouver qui était au volant de tel véhicule quand par exemple il y a eu excès de vitesse et possible retrait de points. Comme on sait aujourd'hui que les entreprises protègent leurs salariés ou croient protéger leurs salariés en ne déclarant pas l'identité des conducteurs, on se rend compte que ça serait un moyen de mieux comprendre, je dirais, les contraintes de l'entreprise et d'aider l'entreprise à être meilleure sur ce sujet-là. Nous venons de parler du risque routier concernant les missions, mais nous savons bien évidemment qu'il y a tout un travail à faire en amont, et notamment concernant les déplacements des salariés qui se rendent à leur travail et qui en reviennent. À ton avis, que doivent faire les entreprises pour faire baisser l'accidentalité ? Il faut bien se rendre compte que le trajet domicile-travail, il va avoir un impact sur la journée de travail du salarié. Si le salarié arrive fatigué, si le salarié arrive énervé, si le salarié arrive en mauvais état de santé au travail, sa journée de travail, ses gestes professionnels ne vont pas être les mêmes. Donc même si on n'a pas le lien de subordination encore sur le trajet domicile-travail, l'entreprise a tout intérêt à faire en sorte que les trajets domicile-travail se fassent dans les meilleures conditions possibles. Le contexte de l'entreprise au niveau géographique est très important parce que l'entreprise est dans une zone d'activité, dans une zone industrielle et donc derrière, ses voisins, les autres entreprises auront aussi des problèmes qu'elle pourra partager. Donc l'idée c'est bien pour le trajet, c'est de mettre en commun ces problématiques, de regarder avec les collectivités territoriales comment on peut améliorer la desserte de la zone par exemple, comment on peut la rendre plus sûre, comment on peut faire exister des transports en commun qui n'existent pas ou qui ne sont pas aux bonnes heures, aux heures d'embauche des entreprises, comment on peut améliorer l'état des routes, je pense en hiver, les zones de déneigement et les temps de déneigement doivent être faits en fonction des entreprises et de leur activité. On ne doit pas déneiger après que tous les salariés soient arrivés dans l'entreprise. Ça paraît une évidence, mais c'est souvent des difficultés comme celle-là. Après, il y a aussi quelque chose interne à l'entreprise vis-à-vis de l'organisation du travail, vis-à-vis des prises de poste, d'accepter une certaine flexibilité pour pas que la personne en retard prenne des risques insensés. Pour certaines activités, ça peut être aussi du
du travail à distance. Donc l'idée, c'est vraiment de tenir compte du métier et de s'organiser pour que le trajet domicile-travail soit le plus sûr possible. Et ne pas oublier les populations les plus exposées, c'est les stagiaires, c'est les apprentis, c'est des gens qui sont souvent oubliés dans les entreprises, c'est les sous-traitants des entreprises, c'est les intérimaires qui, eux, ont des statuts précaires, souvent avec des moyens de locomotion qui sont des moyens pas les plus sûrs possibles. Par exemple, je pense aux 2 roues motorisés. Et donc derrière, c'est organiser aussi l'accès à l'entreprise, les horaires pour ces personnels-là, pour ces personnes qui sont les plus précaires et les plus exposées. Merci Thierry pour tous ces éclairages que tu viens de nous fournir concernant le risque routier professionnel. Et à bientôt pour un autre entretien.